En manchette aujourd'hui, on vous parle d'Action Logement Lanaudière, d'ACEF et des droits des usagers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 septembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB en remplacement de François Robert. On vous rappelle que l'avis d'ébullition encore est en vigueur à Saint-Ignace de Loyola. On vous donne l'information à date selon à l'heure que nous avons enregistré le bulletin de nouvelles. C'est sûr que les informations peuvent changer tout au cours de la journée. Lors de son dernier AGA, Action Logement Lanaudière en a profité pour présenter les nouveaux intervenants qui ont pu s'ajouter au cours des dernières années. Madame Amélie Pelland, qui travaillait toujours à bout de bras, qui était seule à l'organisme, est maintenant accompagnée de M. Denis Courtemanche, qui est un intervenant juridique pour la MRC d'Autrey et la MRC de Joliette et de Matawinie. Les dossiers individuels ont donc été redistribués avec Mme Amélie Pelland et M. Courtemanche. Grâce à une subvention du programme Québec Amis des aînés, il y a eu aussi l'ajout de M. Julien Rousseau, qui vient tout juste d'entrer en fonction comme agent de développement pour un projet de 2 années. Il s'agit d'un projet qui vise à offrir des ateliers auprès des personnes âgées, à offrir des formations auprès des intervenants et à mettre en place un comité de mobilisation de personnes âgées dans le but de travailler sur la question d'accessibilité au service de la Régie du logement, maintenant nommé Tribunal administratif du logement, pour les personnes âgées. Le projet avait dû être retardé à cause de la pandémie, mais puisqu'il s'agit d'une clientèle vulnérable, le projet est donc officiellement lancé. Et maintenant, grâce au fonds d'appui aux organismes communautaires, l'organisme a pu compléter son équipe avec Mme Marion Duval, animatrice et agente de mobilisation sociale. Elle aura pour rôle de bâtir un nouveau contenu de formation et de capsules vidéo, d'animer des ateliers en personne ou par vidéoconférence et de faire des appels auprès des locataires afin de briser leur isolement en ce temps de pandémie. Elle sera également responsable de la réalisation des activités de mobilisation sociale. Action Logement Lanaudière aussi en a profité pour dévoiler son nouveau logo. La couleur verte, la couleur de l'espoir, on parle pour la persévérance. La balance, par la suite, on parle de justice et on parle aussi pour diminuer les obstacles afin de rééquilibrer la balance de la justice pour offrir des conditions équitables, de mentionner Mme Pelland. Donc, félicitations à Action Logement Lanaudière. On vous parle aussi un peu de l'ACEF Lanaudière qui, avec les changements qui ont été proposés par le gouvernement fédéral, on en a encore parlé hier, PCU, assurance-emploi, prestations de salaire en cas de COVID, budgété vous fait souffrir, les chiffres s'entrechoquent dans votre cerveau et il vous est alors maintenant possible de pouvoir contacter ACEF Lanaudière maintenant qui sont en pleine opération. Vous allez pouvoir négocier, vérifier votre budget, vérifier vos choses pour être sûr que vous êtes, comme on dit, pas dans le trou, que tout va bien au niveau financier. Les services, on rappelle, sont gratuits et confidentiels. Rendez-vous à monacef.ca ou vous pouvez rejoindre aussi l'ACEF au 450-756-1333. Maintenant, on vous parle du Centre régional universitaire de Lanaudière, qui est un organisme à but non lucratif et qui permet aux jeunes, ou même aux moins jeunes, de faire des études universitaires dans Lanaudière. Et le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 250 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière en soutien avec sa mission. Dans l'année universitaire 2019, c'est pour cette année, on parle quand même de plusieurs étudiants. Et c'est Mme Caroline Proulx, accompagnée de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, et M. Pierre-Luc Bérel-Rose, qui ont pu faire cette annonce au début de la semaine.
Le CROUD est un organisme sans but lucratif, comme on a mentionné, qui a pour mission de favoriser l'accessibilité à des services universitaires de proximité pour des personnes et les organisations établies dans la région de Lanaudière. Il recueille les besoins de formation et coordonne les activités de formation universitaire en partenariat avec les universités présentes sur leur territoire. Les activités du centre visent à répondre aux besoins de formation ponctuelle de la population et du marché du travail. On peut parler que depuis 2015, il y a quand même eu beaucoup d'étudiants et c'était fondé en 2015. Nous avons rencontré Pierre-Luc Bellerose qui nous parle justement de cette subvention de 250 000 $. Je suis en compagnie de Pierre-Luc Bellerose du CRUD, le Centre régional universitaire de Lanaudière. C'est bien ça, Pierre-Luc? Exactement, oui. Et vous avez vu une bonne nouvelle cette semaine. On parle d'une subvention de 250 000, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une contribution ponctuelle de 250 000 qui vise à assurer la pérennité de l'organisation. Par contre, nous, on a une démarche supplémentaire à faire, c'est de s'assurer que cette somme-là soit récurrente. Donc, ça vient s'ajouter à l'aide financière de la table des préfets qui était de 700 000 $ et aussi de Desjardins qui était de 500 000 $. Donc, ça nous a permis, il y a à peu près 2 ans, de se doter d'une permanence, dont moi et de Véronique. Et il y a d'autres embauches aussi qui vont avoir lieu au cours des semaines à venir. La pertinence de ce centre universitaire-là, ici dans la région, c'est important, persévérance scolaire, les jeunes sont plus motivés d'étudier? Oui, bien tout à fait. C'est parti d'un constat, c'est du rapport Paradis qui date de plusieurs années, puis ça a été confirmé encore dernièrement avec un rapport de l'Institut de la statistique sur les grades universitaires. Puis on se rend compte que dans la Lanaudière, on est autour de 14,4 %, ce qui est largement en deçà de la moyenne nationale qui est autour de 25 %. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire, tant au niveau de la formation initiale, d'ajouter des programmes complets dans la région pour assurer la rétention de nos jeunes, mais aussi les travailleurs en cours de carrière avec des formations sur mesure en entreprise. OK. Donc, le centre est dû pour rester. Donc, on pourrait dire que tu assures une pérennité de cet organisme-là pour quelques années avec ce don-là de 250 000. Bien, tout à fait. Ça nous aide effectivement à assurer les opérations, mais par contre, on doit s'assurer d'obtenir davantage d'argent pour les années à venir. Mais pour l'instant, avec les autres bailleurs de fonds, ça nous permet de poursuivre nos opérations. Et on parle d'environ combien d'étudiants cette année qui ont été placés en regard avec le CRUD? Bien, écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts, puis il y a encore d'autres chiffres qui doivent nous être fournis par les différentes universités, parce qu'on a 3 universités sur le territoire qui sont partenaires, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Si je parle de l'UQTR, on parle du double cette année d'étudiants qui se sont inscrits. Donc, c'est peut-être circonstanciel, c'est au fil du temps qu'on sera en mesure de voir l'impact réel de tout ça. Okay. Les programmes majeurs que vous offrez, je pense, en santé, justement, et en administration. Oui, bien, c'est sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, effectivement, on avait sciences infirmières du côté de Joliette et administration. On a 2 bacs maintenant en enseignement et éducation du côté de l'Assomption. On a aussi sciences comptables du côté de Terrebonne, notamment, avec l'UQAM. Donc, on a de plus en plus de programmes, c'est une vingtaine, et il y en a d'autres qui vont s'ajouter dans les sessions et années à venir. Je pense notamment au certificat en droit avec l'Université de Montréal. OK. Donc, on rappelle que si vous êtes basé à Repentigny, mais vous offrez dans le fond, toutes les 3 MRC dans la région ici de Lanaudière. Et si on va avoir plus d'informations, bien, on va aussi rul.com.org. Lecrul.ca, puis effectivement, on dessert l'ensemble des 6 MRC de la région. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Bellerose, pour ces informations. Avant de passer à la première pause, on vous rappelle que cette semaine, c'est la semaine des droits des usagers. Qu'est-ce que les droits des usagers? C'est des droits qui sont reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux. On vous invite beaucoup à se familiariser avec ces droits. Et depuis plus d'1 an, il y a une campagne sous le thème « Il était 12 droits ». Cette campagne soutient le mandat des comités des usagers, soit de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. Et ainsi, il y a eu 12 affiches qu'on vous présente à l'instant à l'écran, les informations. Vous pouvez aller aussi sur le site web des 12 droits, vous allez pouvoir avoir plus d'informations pour avoir exercé votre droit justement comme usager. Quels sont les droits des usagers? Droit à l'information, droit au service, droit de choisir son professionnel ou son établissement de santé, droit de recevoir les soins que requiert son état, droit de consentir à des soins ou de les refuser, droit de participer aux décisions, droit d'être accompagné, assisté et représenté,
droit à l'hébergement, droit de recevoir des services en anglais, droit d'accès à son dossier d'usager, droit à la confidentialité de son dossier d'usager, droit de porter plainte. C'est important, justement, je vous dirais, en temps de pandémie, de connaître ses droits et de pouvoir, entre autres, être accompagné avec quelqu'un pour bien comprendre les situations. Maintenant, allons à la première pause. Madame Christine, Présente. Madame Lynn, Présente. Madame Julie, Présente. Madame Isabelle, Présente. Monsieur Évariste, Présent. Madame Karine, Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, bon anniversaire à Françoise Melançon et François Valois de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas. Et un message spécial, bon anniversaire de mariage, le 54e, à M. Noël Coulombe et Mme Estelle Allary de la part de leurs 3 enfants et de leur petite-fille. On leur souhaite une longue vie d'amour et les enfants et la petite-fille leur font dire « On vous aime, on veut vous garder encore pour longtemps ». Maintenant, on vous parle d'activités, on vous parle du Festival de l'Anaudière. Le Festival de l'Anaudière a eu sa première fin de semaine, vraiment un franc succès avec, entre autres, la participation Yannick Sergueï avec l'Orchestre métropolitain. Et en fin de semaine, à partir de demain, vous aurez à voir en spectacle le pianiste Marc-André Hemelin, un interprète aux prouesses techniques quasi surhumaines. Le pianiste Marc-André Hemelin est connu internationalement pour sa musicalité consommée et sa technique d'une brillance insurpassée, tant dans les œuvres du répertoire, les grandes œuvres, et que les prestations intrépides de pièces du 18e, 20e siècle et 21e siècle. On vous rappelle que les activités du festival se déroulent à la cathédrale de Joliette avec un maximum de 250 personnes. Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site du Festival international de l'Anaudière. On vous parle maintenant d'Amélie Drainville, qui nous est responsable, entre autres, du comité environnement de la visitation de l'Île-du-Pan, et elle nous parle du projet de la forêt nourricière qui est encore à des étapes de plantation.
Bonjour Émilie, ça va bien? Oui, très bien, Oui, tu merci. es encore membre du comité environnement à l'île du Pas, c'est bien Oui, ça? Ou tu es tout à encore fait. présente à ce sujet? Et l'an passé, un petit peu à pareille date, on parlait d'un très, très beau projet qu'on parle de la forêt nourricière. Peux-tu nous parler maintenant, on est rendu où dans l'évolution? Parce qu'on a eu des premières subventions, mais je pense que la dernière année était très fertile en investissement là, de la part de différents organismes et on pourrait dire formations pour que cette forêt nourricière devienne premièrement réalité vraiment réelle et vraiment implantée dans l'île du Pas. Bon, on est rendu à certaines étapes à l'automne. Et c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour cette fameuse forêt nourricière? Oui, ben, à l'automne dernier, on a fait nos 2 premières activités de plantation là, pour ce qu'on a appelé la phase 1. Donc, on avait fait pas mal le pourtour du terrain qu'on occupe présentement. Puis là, on avait eu aussi au mois d'octobre ou novembre dernier une subvention du PAC rural qui arrivait à échéance bientôt. Donc, on avait fourni une demande de subvention pour accéder à ces fonds-là qui étaient sur le point de nous échapper, puis on avait réussi à obtenir la subvention. Or, la pandémie est arrivée, puis là, ça a comme un peu tout mis sur la glace. On était un peu décontenancés, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis, en fait, on pensait qu'on allait avoir une extension de nos financements, ce qui ne s'est pas avéré. C'est-à-dire une extension, je veux dire une extension pour faire les travaux, puis dépenser l'argent. On ne pensait pas en avoir plus, évidemment. C'était vraiment pour avoir un délai supplémentaire. Puis on n'a pas eu ce délai-là, fait qu'on se retrouve au mois de juin à réfléchir. Bon, on a tout cet argent-là à dépenser. Il faut faire ça d'ici le mois de mars. Comment on s'arrange? Fait que là, ce qu'on n'a pas eu le choix de faire, finalement, c'est de tout planifier pour septembre et octobre pour qu'on réussisse à finir au complet l'aménagement de la forêt nourricière. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis ce qu'on avait remarqué, c'est que dans les activités de l'automne passé, le travail le plus fastidieux, ça avait été de détourber puis de décompacter le sol. Fait que pour que cette année, on soit plus efficace puis qu'on ne fatigue pas les bénévoles avec du gros travail très, très physique, on va utiliser notre subvention en partie pour faire le détourbage par une équipe d'horticulteurs de Paysages Gourmands, qui est l'entreprise avec laquelle on fait affaire et qui est basée à Rawdon. Donc, le détourbage va être fait. On va faire un peu de décompactage après ça en petite équipe. Et les 10 et 24 octobre, là, ça va être deux grosses activités de plantation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Donc, on va faire énormément de publicité là, aujourd'hui là, pour que les gens se joignent à nous les 10 et 24 octobre, toute la journée. Amenez votre lunch. Ça va être super le fun. Il y a toujours beaucoup d'ambiance. Les gens sont contents d'être là. Le paysage est magnifique aussi sur le terrain où on est. Puis les gens qui sont là habituellement sont toujours dans une ambiance assez festive. Là. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter des plantes, donc des arbres, des arbustes. On va étendre du paillis. Ça va être de la job assez facile puis agréable là, quand on... Moins éreintante, on pourrait dire. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est rendu une expérience, on pourrait dire, régionale. Là. Je veux dire, oui. on fait l'invitation, oui, aux gens de l'île du Pas, de la visitation de l'île du Pas, mais n'importe qui peut se présenter et venir participer à cette belle expérience communautaire. Là. Vous êtes rendu vraiment régional, presque national. Ben, peut-être pas encore, là, mais quand même, des fois, il y a des gens qui m'appellent de la Gaspésie pour savoir comment on a fait notre projet. Puis, fait que oui, il y a une certaine envergure au projet. Puis c'était le but aussi, là, avec la subvention du PAC rural, d'étendre la portée du projet à plus que les 600 habitants qu'on a à l'île du Pas, parce qu'à un moment donné, ça devient limité. Là, on souhaite que ce projet-là soit éducatif pour l'ensemble des gens de la MRC de Dautrey puis de la région de la Naudière en général. Je sais déjà que le 10 puis le 24, on va avoir
la visite de gens de Montréal qui, eux, n'ont pas nécessairement l'opportunité, à cause des limites d'espace qu'ils ont, de faire ce genre de plantation-là. Donc, ils vont venir apprendre avec nous. L'année passée, on avait des gens de Masquinongé qui étaient venus aussi donner un coup de main, notamment avec la campagne électorale. On a eu de la visite de députés. Oui, oui. Donc, c'est ça. Notre objectif, c'est vraiment que le plus de gens possible en apprennent sur le concept de la forêt nourricière, comment on procède, c'est quoi l'entretien qu'on doit faire, c'est quoi les plantes qu'on doit choisir, comment on doit les agencer. C'est tout ça qu'on veut que les gens apprennent parce que ce qui est vraiment dommage présentement, c'est que quand on va à l'épicerie, on trouve toujours les mêmes aliments, alors qu'on sait qu'il y a un patrimoine alimentaire qu'on avait au Québec puis que les Premières Nations utilisaient quand ils étaient nomades, des petits fruits qu'ils cueillaient, des racines qu'ils mangeaient, toutes sortes de recettes aussi qui étaient utilisées autrefois, les plantes médicinales qu'on a vraiment perdues, puis plein de saveurs aussi qui ne sont pas accessibles présentement. Donc, la forêt nourricière, c'est à la fois de présenter un modèle agricole qui est plus agricole, qui est permacole, c'est-à-dire qu'on fait une agriculture qui est permanente, on produit de la nourriture de manière écologique puis en harmonie avec la nature. Puis c'est aussi de retrouver toutes sortes de saveurs, aussi de créer des liens entre les gens qui vont venir sur le site. On veut aussi avoir des affiches pédagogiques qui sont déjà en train de se créer. Fait que c'est vraiment un projet qu'on souhaite d'envergure puis qui va faire des petits ailleurs dans la région. D'ailleurs, je pense qu'à Saint-Hubert, c'est en route. À Saint-Norbert aussi, on réfléchit à faire un projet similaire. Je ne dis pas que ça a été inspiré par nous, mais on travaille ensemble pour se donner... Oui, je comprends, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que tout le monde en bénéficie. Je vais me faire l'avocat du diable, peut-être un petit peu. Planter en octobre, c'est bon? Est-ce que ça assure la survie des plantes, les choses que, comment je peux dire, la rusticité, c'est ça le vrai terme, là, des plantes qu'on pousse, qu'on plante, je veux dire, ils vont être bonnes pour fournir déjà à partir du printemps ou on prévoit que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'il y ait une production là, intéressante? Bien, ça va vraiment dépendre de chaque plante, là. Il y en a des plantes qui vont déjà produire l'année prochaine, mais il y en a que ça va prendre un peu plus de temps, 1 an, 2 ans. Mais le planter à l'automne, c'est parfait parce que les plantes, au moment où on va planter, ils vont déjà être en dormance, ils vont se préparer pour l'hiver. Donc, il n'y aura pas besoin d'arrosage. Ce qu'au printemps va être vraiment nécessaire, puis on l'a vu le printemps dernier, ça a été la sécheresse totale. On aurait vraiment eu besoin d'arroser très, très souvent. Donc, nous, l'objectif, c'est de faire un entretien minimal. Donc, en plantant à l'automne, on est certain de ne pas avoir beaucoup de travail à faire. Puis, on l'a vu avec la dernière année, là. Nous, au printemps, on n'a pratiquement rien fait. Il y a une personne qui est allée arroser une fois, puis c'est tout, là. On n'a pas travaillé. Okay. De planter à l'automne, c'est vraiment l'idéal. OK. Là, ça veut dire qu'avec ces plantations-là d'octobre, est-ce qu'on peut dire que la phase 1, elle est vraiment terminée ou il va y avoir encore d'autres choses? Selon votre plan d'aménagement, parce que c'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait... Malheureusement, on est encore dans une province ou dans une région qu'il faut que l'argent amène des investissements, mais je sais que ton projet était quand même assez d'envergure, mais là, tu as réalisé... la municipalité et tout, le comité environnement a réalisé la majorité des investissements qu'il y avait besoin pour la phase 1 ou on est encore en recherche d'argent? On est un petit peu mêlés dans comment on nomme nos phases, là, mais si on y va, de la façon dont moi je le comprends, l'année passée, quand on a planté une première fois, ça c'était la phase 1. Là, moi je dirais qu'on est plus dans la phase 2 maintenant de plantation. On pensait avoir une phase 3 puis une phase 4. J'y vais vraiment par année, mais comme à cause des limites de financement, justement, on a décidé qu'on allait tout finir cette année au niveau de ce qui est la plantation puis de l'aménagement. Ça va être complètement fini, là. Donc, après ça, si on peut appeler encore ça des phases ultérieures, ça va être vraiment axé sur des ateliers et des activités pédagogiques. Donc, avec nos partenaires que sont les garderies, les camps de jour, la maison de la famille, en toute amitié. Donc, c'est ça, on a plusieurs partenaires comme ça qui vont être mis à contribution puis qui vont être sollicités là, dans les phases ultérieures. C'est sûr qu'on aurait commencé encore plus d'ateliers pédagogiques cette année,
mais à cause de la COVID, justement, c'était compliqué. Combien de personnes on peut avoir? Finalement, au mois d'août dernier, là, on a eu une belle conférence en plein air avec Guillaume Pellenand qui a été vraiment agréable. Fait que ça faisait partie de notre volet pédagogique, mais il faut s'attendre que dans les prochaines années, si la situation sanitaire nous le permet, on va avoir encore plus d'ateliers. Puis, c'est sûr que les activités de plantation aussi, c'est des ateliers en soi parce qu'on apprend vraiment comment faire une bonne plantation, puis quelle plante aussi on est en train d'installer. On regarde les étiquettes, c'est quoi cette plante-là, c'est quoi ses propriétés, qu'est-ce qu'on peut manger. Fait que tout ça, ça fait partie de la pédagogie là, autour du projet. Bon, bien, je te remercie beaucoup de toutes ces informations. On rappelle que c'est le 10 et le 24 octobre. Oui, c'est beau temps, mauvais temps ou c'est reporté au lendemain? S'il ne fait pas beau, il faut suivre le Facebook de la municipalité pour savoir où on s'en va. Oui, tout va être mis sur le Facebook municipal. Puis aussi, on va communiquer avec les municipalités environnantes là, pour qu'ils envoient les informations dans leurs propres bulletins municipaux à leurs citoyens. Donc, restez à l'affût de ces communications-là. Mais Facebook, c'est toujours bien efficace pour savoir. Pour l'instant, c'est beau temps, mauvais temps, mais ça se peut que si jamais c'est vraiment pas beau, on va mettre au dimanche pour les activités. Donc, bon, mais je te remercie. 10 et 24. OK, mais je te remercie, Amélie, puis gêne-toi pas, communique avec nous s'il y a d'autres informations. Parfait, mais merci à vous. Bonne journée. Bye-bye. Au CHRDL, le 12 septembre, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel de Grandpré, époux de feu Lisette Aubuchon, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Joël Guylaine Doucet, Patricia Dany Vézina, ses petits-enfants, Amélie, Guillaume, Sarah-Maude, Rosémie, son beau-frère et sa belle-sœur, Jean-Paul et Diane Aubuchon, ainsi que plusieurs cousins, autres parents et amis. M. de Grandpré ne sera pas exposé. Cependant, ses enfants vous invitent à se joindre à eux dans le stationnement de la résidence funéraire Efterio de Berthierville le vendredi 25 septembre dès 13h afin de prendre part au cortège qui partira en direction du cimetière de Berthierville pour un hommage qui sera célébré par le curé M. Raymond Bourgeois à compter de 13h15. Au CHRDL, le 13 septembre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Lionel Soulière, fils de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hugues, Marilyn Bellumeur, ses petits-enfants Félix et Rémi Soulière, ses frères et sa sœur Richard Denise Bellil, Diane Richard Tarte, Daniel Cécile Hervieux, Yvon, son oncle, sa tante, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 25 septembre dès 13h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles auront lieu à compter de 14h30. Au nom de CTRB et de tous les employés, nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. On peut dire qu'on a eu une très belle semaine à date avec du soleil à tous les jours, vraiment un début d'automne agréable. Et aujourd'hui encore, on parle d'un maximum de 25 degrés Celsius et 17 pour la nuit. Un premier aperçu pour la fin de semaine, on parle encore de températures très ensoleillées avec quelques passages nuageux. On avait prévu de la pluie pour dimanche, mais ça semble être reporté. Donc, on aurait encore 2 belles journées, soit entre 25 et 27 degrés pour les 2 journées. Donc, planifions des belles journées. On peut encore aller faire des belles marches dans la région. Il faudrait en profiter. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 24 septembre 2020. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres pour une prochaine bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.